Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui aspire à être soi purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon voyage en Inde. Donc si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire dès maintenant. Bonne écoute! Après Ravandhur et Anahata, je suis donc allée à Bangalore pour faire mon workshop de communication animale et ça a été super bien. J'ai adoré, j'ai découvert totalement parce que je connaissais vaguement ce que c'était la communication animale et tout, mais au final ça a été vraiment super comme expérience. J'ai fait plein de rencontres aussi, les gens là-bas étaient adorables. Manjiri, qui était un peu notre prof en fait, a une histoire aussi qui est juste splendide et elle fait énormément de choses justement pour les animaux en Inde et dans le monde. Elle a fait des séjours avec des orang-outans, elle a beaucoup aidé pour des transferts d'éléphants, des choses comme ça. Elle est vraiment très connue pour la communication animale en Inde et en même temps c'est juste une personne adorable avec un cœur énorme. C'était vraiment une très belle rencontre. Communication animale d'ailleurs qui au final s'est avérée très alignée avec ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît aussi. Et finalement ce qu'on a fait c'est tout simplement déconstruire toutes les croyances qu'on avait autour du fait de communiquer avec les animaux et juste se faire confiance dans les messages qu'on reçoit. Donc on a pratiqué pour au bout d'un moment se rendre compte que ok voilà ça fait trop de coïncidences pour que ce soit moi qui soit en train de l'inventer quoi. Ça c'est un domaine qui est assez sensible en fait parce que c'est vrai qu'on a cette tendance à ne pas y croire et à douter de est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas moi qui l'invente, et c'est juste en fait réussir à faire le vide, croire que ce qu'on reçoit c'est le message et avoir confiance en ça en fait. Et juste délivrer le message, faire le job et point. Sans juger, sans qu'il y ait l'ego ou quoi que ce soit, le mental qui vienne s'en mêler. Alors bon, c'est pas non plus évident, mais c'est pour ça que finalement, voilà, c'est la pratique qui permet d'arriver à ce point-là, quoi. Il y a eu une communication qu'on a faite qui m'a beaucoup marquée parce que elle nous a fait communiquer avec son chien qui était décédé et lui poser des questions et tout ça. Et en fait, une question qu'elle nous a fait poser, c'était quelle est ta nourriture préférée? Et donc après on devait écrire dans nos carnets ce qu'on recevait. Et moi sur le coup, bon, j'ai reçu plusieurs trucs et tout, mais à un moment j'ai vu un bol avec quelque chose de blanc dedans. Et donc je me suis dit bon ça doit être du lait, mais c'est bizarre en même temps, un chien qui boit du lait, ça m'a paru un peu bizarre. Mais bon, certes ça m'est passé et tout, je l'ai quand même noté. En fait quand on a commencé à faire le tour de la pièce pour que chacun dise ce qu'il avait reçu, bah il y en avait pas mal qui parlaient du riz au curd, d'aussi d'avoir vu quelque chose de blanc, de choses comme ça. Et le curd en fait c'est du yaourt fermenté il me semble. Et donc c'est quand je les ai entendus à plusieurs dire ce truc là, qui est typiquement indien, que j'ai compris en fait la puissance du truc parce que en fait il m'a montré son plat préféré, mais comme j'avais pas la référence culturelle et locale, j'ai reçu l'équivalent de ce que je connaissais quoi, du lait ou du yaourt. Voilà, juste un exemple aussi que je voulais vous partager pour dire qu'en fait tous les communicateurs ne reçoivent pas de la même façon. Pareil, il y en a qui vont être plus visuels, audio, plus kinesthésiques. Donc c'est aussi apprendre à savoir comment est-ce qu'on reçoit les messages et écouter, on va dire, sur le bon canal. Donc vraiment très très intéressant, très enrichissant. J'étais très contente de faire ce workshop et j'en profite au passage d'ailleurs pour vous dire que si jamais vous avez besoin, n'hésitez vraiment pas à me demander de faire une communication animale pour vous parce que j'adore en fait, voilà, et si je peux aider, ce sera avec grand plaisir. Suite à ce séjour à Bangalore, juste pour faire le workshop, je suis allée à Hampi. Hampi, c'est un lieu très spécial parce que déjà le paysage est très différent. C'est un petit peu désertique et en même temps il y a une nature très luxuriante, ça fait très contrasté. Là-bas il y a aussi des temples qui sont magnifiques que j'ai adoré aller visiter, et en arrivant d'ailleurs je me suis retrouvée un petit peu bloquée parce que je savais pas qu'il y avait une rivière qui coupait on va dire la ville en deux et qui du coup n'était accessible que pendant la journée. C'était pas très large mais il fallait un petit bateau en fait pour traverser. Et donc moi quand je suis arrivée le soir à 18h avec mon sac à dos, en fait il y avait plus de bateau quoi. Donc heureusement j'avais réussi à contacter le propriétaire de la guest house qui était venu me chercher en voiture, mais du coup en fait il avait dû faire tout le grand tour pour aller par un pont qui est à plusieurs kilomètres plus loin pour venir me chercher et me ramener. Donc bon heureusement voilà il avait été gentil par rapport à ça, mais ça veut dire que pour mes visites fallait bien que je m'organise quoi, penser à rentrer avant que ce soit le dernier parce que sinon j'étais bloquée de l'autre côté. Ma guest house était aussi un petit peu loin, plus loin que ce que je pensais en fait, qui fait que je devais marcher à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour pouvoir
pouvoir aller ne serait-ce que là où il y avait des restaurants. Donc je marchais beaucoup, sous un soleil de plomb aussi, il faisait vraiment très chaud. Il y a eu un soir où en rentrant, j'étais en train de marcher sur le bord de la route, et il y a eu deux jeunes sur une moto qui se sont arrêtés et qui m'ont proposé de me déposer. Et ils paraissaient vraiment très jeunes, mais bon, je me suis dit, ok, bah oui, pourquoi pas. Et en fait, en discutant avec eux, je leur ai demandé leur âge et tout ça, et en fait, c'était un jeune de 15 ans et son frère de 9 ans. Et du coup, on était à 3 sur une moto, c'était un ado de 15 ans qui me conduisait, et la situation était juste extraordinaire. Moi, c'est vraiment le genre d'expérience que je kiffe, qui sort justement de tout ce qu'on peut s'imaginer, et il a vraiment été super gentil, quoi, vraiment très généreux. J'étais étonnée qu'à son âge, il soit vraiment dans cette démarche d'aider les touristes. Moi, à son âge, je sais même pas si j'aurais pensé à faire ce genre de truc, quoi. Et à un moment, on a croisé d'autres blancs qui, eux, avaient loué leur propre moto. Et quand ils m'ont vu à l'arrière, derrière ces deux jeunes indiens, la tête qu'ils ont fait, franchement, à l'intérieur, j'étais en train de mourir de rire tellement c'était folklorique comme situation. C'est un de mes souvenirs préférés. Là-bas, j'ai aussi fêté pour la première fois le festival Holi, le festival des couleurs où tout le monde se jette de la poudre dessus, s'arrose avec des pistolets et des trucs comme ça. Donc voilà, je suis allée à un petit shop et tout, ils vendaient des petits sachets où il y avait plein de couleurs dedans. Et puis comme je savais pas trop comment ça se passait, j'ai juste acheté ça et je les ai gardés avec moi. Et je me suis dit, je vais voir si je trouve des gens sur qui le jeter ou qui me jettent des couleurs dessus. Et en baladant, c'est ce qui s'est passé. Il y a des jeunes qui étaient sur des scooters et tout, qui se sont arrêtés et qui m'ont jeté plein de couleurs dessus, qui évidemment me l'ont étalé bien sur le visage et tout ça, partout. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Et l'ambiance était vraiment chouette, quoi. Il y avait vraiment tout le monde qui se croisait, on les voyait, ils étaient remplis de couleurs, et tout le monde se souhaitait, joyeux Holi, joyeux Holi. Et puis à un moment, il y a eu deux mecs, qui se sont arrêtés et qui, eux, vraiment, ils m'ont tartiné de la tête aux pieds. Ils ont mis je sais pas combien de couches et tout, à chaque fois ils étaient là, allez, du rose, du vert, du machin. Et moi, je leur en donnais pareil en échange. Dès qu'il y avait des gens qui passaient, je leur en jetais dessus. C'était vraiment rigolo, en fait. Et malheureusement, ça a un peu dérapé. Et pas qu'un peu, même. On va dire qu'ils ont commencé à avoir les mains baladeuses et à se faire plaisir. Et moi, j'ai fait, oula, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Parce qu'il a commencé à m'en mettre dans le cou, machin, puis après, il descend au niveau de ma poitrine. Et là, j'ai fait, hop, tu vas où, là? On va se calmer, mon gars. Et en fait, ils étaient vraiment lourds. Alors, je sais pas après s'ils étaient sous substance, parce que apparemment, c'est très commun aussi que beaucoup de personnes fument et boivent pour célébrer. Mais bref, de toute façon, c'est même pas une excuse. Et il a fallu vraiment que je me mette limite en colère pour qu'ils se barrent, tout simplement, qu'ils me laissent tranquille. Donc ça m'a dérangée, très sincèrement, et ça m'a mise en colère, ça m'a sorti vraiment de l'ambiance en plus, ça m'a agacée, quoi. J'étais là, mais non, c'est une fête qui est marrante, jusque-là, c'était enfantin, c'était cool, c'était fun, et en fait, vous avez gâché tout le truc, quoi. Enfin bref, du coup, après, je suis allée me rincer dans la rivière, et aussi me rincer psychologiquement de ce qui venait se passer. Ça m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. J'étais tranquille dans ma petite rivière, sous les palmiers et tout, au soleil, et ça m'a permis de me changer les idées. À Ampi, je sais pas si c'était la chaleur, l'ambiance, ou un mélange d'un peu de tout, mais à ma guest house, je sais pas, je me sentais pas forcément bien. Je sentais que j'étais un peu dans une énergie un peu basse, donc même si c'était très beau et tout, et que j'ai aussi de super souvenirs là-bas, c'est vrai que c'était aussi un moment un peu bizarre. Et puis, après avoir tergiversé pendant des heures et des heures sur où aller après, que faire, j'avais beaucoup entendu parler de Goa. Énormément de personnes, surtout un peu hippies, m'avaient parlé de Goa comme étant un peu leur endroit préféré en Inde et tout ça. Donc j'étais intéressée aussi d'aller voir à quoi ça ressemblait et tout ça. Et puis en fait, quand je réfléchissais aussi à l'idée de me faire un tatouage, j'ai trouvé un studio qui semblait professionnel, qui avait vraiment de très bonnes notes et commentaires sur internet, et qui était à Goa justement. Et c'était justement à l'approche de mon anniversaire, donc c'était idéal en fait. J'avais vraiment envie de marquer le coup, marquer ce voyage, toute cette expérience, mais en même temps, j'avais pas envie de le faire dans un boui-boui et de me retrouver avec une infection ou de regretter, ou voilà. Je voulais que ce soit fait quand même dans un cadre hygiénique par des professionnels. Donc j'ai trouvé ce studio à Goa et j'ai décidé d'y aller exprès pour ça, en fait, plus que pour Goa en soi. Là-bas, j'ai couplé avec du couchsurfing, où c'était en fait une guest house qui accueillait aussi justement des gens gratuitement. Il y avait en fait des tentes tout simplement à disposition, et donc s'il y avait des tentes de libre, ils laissaient les gens venir dormir gratuitement dedans. Donc j'ai fait une demande, ça a été accepté. C'est chouette parce que là-bas ils faisaient aussi du karma yoga, où en fait on participait un petit peu aux tâches communes, quoi, nettoyer, faire la lessive,
aussi, faire la vaisselle. C'est super intéressant pour mon projet aussi de voir voilà, comment c'était organisé, comment ça se passait. Mais j'y ai pas passé énormément de temps parce qu'au final, j'ai passé tout mon temps au studio en train de me faire tatouer. J'y suis allée le premier jour pour voir un peu, voilà, justement, quand est-ce qu'ils seraient dispo pour me faire mon tatou, commencer à discuter du projet et tout ça. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai eu rendez-vous le lendemain pour affiner un peu plus le dessin, la demande. Et en fait, j'en voulais 2 de tatouages. Un qui est sur ma cage thoracique, pas loin de mon cœur, et l'autre sur mon avant-bras. Et le tatoueur a vraiment été au top. Celui sur, du coup, mes côtes, il l'a fait à la main. Donc, c'était aussi un petit peu effrayant, je dois dire, parce que j'ai vu ce que ça donnait dans le miroir au crayon, en fait, mais j'avais aucune idée de ce à quoi ça allait ressembler comme rendu final. Parce que du coup, dedans, il avait pas mis les ombres ou tous les effets en pointillé ou quoi que ce soit. Et donc là, il a fallu que je fasse quand même un gros travail de lâcher prise aussi en me disant je fais confiance à son expertise et à ce qu'il va trouver le meilleur moyen pour le rendre joli, quoi. Et en fait, le résultat a été mais au-delà de mes espérances. Quand je l'ai vu dans le miroir pour la première fois, j'ai limite eu envie de pleurer tellement j'ai trouvé beau et la façon dont... Oh là là, je saurais même pas vous décrire, c'est tellement chouette, j'en suis tellement heureuse de ce tatouage. Et en plus, j'ai eu peur de pas pouvoir le faire parce que du coup, comme j'en voulais 2 et que lui, il partait 2 jours plus tard, il m'avait dit je suis pas sûre que j'aurai le temps de te faire les 2. Et donc à la base, on s'était dit au moins celui sur l'avant-bras qui est le plus gros et le petit si on a le temps. Et en fait, quand j'étais venue le voir le matin, il m'avait dit c'est possible que j'ai un créneau de libre suivant combien de temps mon rendez-vous de l'après-midi ça va prendre, que j'ai une place pour te faire celui sur les côtes en début de soirée. Donc vérifie tes emails et tout parce que si jamais je suis dispo, on t'enverra un mail. Et alors quand j'ai reçu l'email, j'ai foncé au studio. J'étais là oui, ça y est, yes, vous allez pouvoir me faire celui-là aussi. Parce que j'avais un peu peur qu'au final, je peux pas avoir mes 2 tatouages. Mais bon, je les ai eus. Et puis du coup, voilà, le lendemain, il m'a fait le plus grand sur l'avant-bras. Et c'est pareil, quoi, même le travail aussi pour affiner le projet et tout ça. Lui, à la base, il m'avait fait un truc qui était énorme, qui allait monter limite sur mon bras, quoi, au-dessus de mon coude et tout ça. Et je lui dis, mais non, moi je veux que ça reste sur l'avant-bras, que ça dépasse pas trop, tout ça. Donc vraiment, voilà, réussir à créer ce tatouage, en fait, ensemble. Et en même temps, j'avais voulu y mettre pas mal de symboles, donc lui m'a dit ouais, mais si tu veux mettre tout ça, on peut pas faire un truc petit, sinon ça va pas faire beau, ça va être trop serré, trop rempli. Donc à un moment, voilà, il y a eu un truc que j'ai dû accepter d'enlever. Il m'a dit de toute façon là, j'aurais pas le temps de te redessiner quelque chose d'autre. Je pars prendre mon avion ce soir, donc en fait c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc j'ai dit ok, tant pis, cet élément-là ce sera pour un autre tatouage peut-être. En tout cas, la version à laquelle on était arrivé, déjà elle me convenait, je le trouvais chouette et du coup j'ai dit allez go, on part là-dessus. Et au final, pareil, quoi. Les effets qu'il a créés et tout ça, c'est tellement plus beau que ce que j'avais en tête. Ouais, vraiment énormément de gratitude pour ce tatoueur-là, qui était originaire du Portugal, qui était là en guest au studio. Et au niveau de la douleur pour les côtes, honnêtement, ça a été. Il y a eu un petit peu des endroits où ça piquait plus, mais en fait, j'ai calé ma respiration sur les gestes qu'il faisait. Dès qu'il tatouait, en fait, j'expirais, parce que si j'inspirais en même temps qu'il tatouait, en fait, j'avais juste l'impression qu'il m'enfonçait l'aiguille dans les côtes, et là, ça faisait mal. Donc en fait, c'était un bon exercice de méditation et de respiration. Et puis sur le bras, je me souviens pas que ça m'ait non plus fait trop mal. À Goa aussi, en baladant dans les rues, j'ai rencontré, mais tout le temps d'ailleurs en Inde, je suis sûre il y a eu d'autres endroits où ça m'est arrivé et je vous ai pas raconté, mais c'était très souvent que y ait des gens qui m'interpellent et avec qui je discute, qui m'offrent le thé, et tout ça. Et donc ça, c'est arrivé encore une fois à Goa, où il y a eu ce mec-là, voilà, qui m'a dit ah t'es française, attends ma copine elle est française et tout, viens on t'offre le thé, machin. Et du coup on a discuté. Les rencontres aussi comme ça, vraiment c'était extraordinaire. En fait, il y avait vraiment un contact facile et ouvert. Après c'était des gens qui sont habitués aux touristes, donc il y avait ce côté-là, mais j'ai senti quand même d'une façon générale, une grande générosité, une envie profonde d'aider. Par exemple, en contraste avec le Cambodge, où ça m'était déjà arrivé de demander des infos aux chauffeurs de moto ou tuk-tuk, mais pour leur tirer une info de la bouche, il y a des fois c'était impossible en fait. Ils voulaient juste vendre leur service et sinon c'était basta. Alors que là, en Inde, tu demandes à n'importe qui, ils t'aident et ils vont vraiment se plier en quatre pour t'aider s'ils peuvent, quoi. Mais au moins, ils vont t'indiquer la bonne direction. Parce qu'il y a toute cette culture du karma, d'aider les autres, de faire le bien, qui est vraiment profondément ancrée là-bas. Et ça se sent tout le temps. Donc en fait, je me suis sentie vraiment super bien là-bas. Suite à ça, j'ai pris le train pour Jaipur. Dans le train, c'est pareil, j'ai rencontré un jeune homme qui a été très sympa et qui d'ailleurs prend encore des nouvelles de moi de temps en temps sur WhatsApp. On est resté en contact, il m'avait donné son numéro et je lui avais expliqué que voilà, on m'avait volé mon téléphone
téléphone, que j'avais plus de numéro de téléphone, il m'avait donné le sien en fait, où je lui avais donné, je sais plus, mon numéro français peut-être, en lui disant que je récupérerais une carte SIM en rentrant, ou enfin je sais plus comment. Mais bref, du coup quand je suis rentrée, on a repris contact. On se laisse des nouvelles de temps en temps, c'est sympa. Il a été encore une fois super généreux avec moi, super accueillant dans le train quoi. Ça faisait du bien aussi d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Dans le train pour Jaipur d'ailleurs, petite anecdote rigolote, j'ai perdu ma tongue. Parce que voilà, souvent quand j'avais des grands trajets et tout, ça m'arrivait juste d'enlever mes tongs, de me mettre à l'aise, d'être tranquille. Et sauf qu'en fait, ce train-là, il était quand même assez bondé. Et du coup, quand il est venu l'heure de descendre du train et de récupérer mes chaussures, j'en ai retrouvé qu'une. Et alors j'ai regardé partout, en dessous les sièges, tout ça, je demandais aux locaux autour et tout. Et en fait, impossible de retrouver ma tongue. Et donc même les locaux et tout, ils étaient morts de rire, ils se foutaient un peu de moi. Du coup, je suis descendue du train avec une seule tongue. Et heureusement, j'avais ma paire de baskets, quoi. Donc après, sur lequel j'ai mis mes baskets pour aller jusqu'à ma guest house, mais sur le coup, j'étais là, c'est la meilleure, celle-là. Voilà, j'enlève mes tongs et puis elle est partie. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a shooté dedans, qui a été poussé sous un sac ou je ne sais quoi, mais bon bref, voilà. Il y a une tongue à moi qui est quelque part dans un train à Jaipur, enfin qui a dû être mise à la poubelle depuis, mais voilà. Jaipur, j'avais hâte d'aller au Rajasthan, ça me fascinait, ça avait l'air tellement beau, et effectivement, ça l'a été. C'est le Rajasthan, un des endroits les plus beaux en Inde, même si le Kerala aussi, au niveau végétation, ça me plaît d'autant plus, parce que le Rajasthan c'est quand même plus désertique, mais l'architecture en fait est juste hallucinante, c'est tellement beau quoi. Et puis il y avait le souk aussi à Jaipur, le bazar en fait, où voilà, t'as toutes ces boutiques, les trois quarts c'est des souvenirs et des choses comme ça, mais c'est hyper coloré, vivant, ça bouge de partout, c'était vraiment très intéressant. Et là-bas j'ai fait une rencontre aussi qui m'a beaucoup surprise et qui a changé pas mal le cours de mon séjour sur place, parce que à la base moi comme d'habitude je prévoyais d'explorer seule et de faire mon petit truc tranquille, et en fait un jour je marchais justement pour aller visiter la ville et j'ai pris mon petit déj à une étale voilà, qui vendait des petits trucs à manger, et puis je m'étais installée sur des marches pour juste finir de manger mon petit déj et après continuer ma route. Et là il y a un chauffeur de tuk-tuk qui est venu et qui a commencé à discuter avec moi, à me proposer justement ses services pour me faire visiter la ville et tout ça. Et il était super sympa et tout, mais je lui ai dit non écoute, moi je fais tout le temps tout à pied, même si ton tarif effectivement il a l'air vraiment raisonnable et abordable, parce que il se vendait aussi comme ça en disant que lui il cherchait pas forcément à profiter des touristes, mais juste au moins à leur faire passer un bon moment, à leur créer une bonne expérience et tout ça. Et j'ai bien aimé son approche et sa vision des choses. Et en fait on discutait, et moi voilà, j'ai terminé mon petit déj et puis je lui dis voilà, maintenant je vais continuer ma route quoi. Il a reproposé que je passe par lui, et je lui ai dit laisse-moi ton numéro, peut-être dans les jours qui viennent, je vais y réfléchir, mais aujourd'hui non, j'ai juste envie de marcher tranquille. Et en fait il m'a dit ça te dit que je te paye le thé en fait, là-bas il y a une grande culture du chai, viens on va boire un chai. Tout le temps, à toute heure de la journée, c'est l'occasion de boire un chai et de manger un petit truc à côté. Donc comme on avait justement une vision qui était quand même assez similaire et on avait un bon contact, j'ai dit ouais ok, ça marche. Donc voilà, il m'a payé le chai et tout, on a continué à discuter, et puis au final le contact est tellement bien passé que après il m'a proposé de m'emmener à d'autres endroits et tout, mais gratuitement en fait. Il a été super généreux et il m'a proposé le soir qu'on dîne ensemble, donc j'ai accepté. Avant de m'emmener dîner, il m'avait pas prévenu, mais il m'a emmené voir du coup un monument qui était pas loin et tout ça, et franchement c'était le kiff d'avoir un chauffeur de tuk-tuk, parce que il connaît tous les meilleurs endroits de la ville, il connaît tous les bons plans et les mauvais plans, donc même voilà, quand je lui disais tiens demain je vais aller faire ci, faire ça, il me disait non, va plutôt voir ça, tu vas voir c'est mieux et tout. Donc vraiment super contact. La journée en gros il avait fait son job et tout, et puis après on se retrouvait, puis on discutait, et puis il m'emmenait voir des trucs, et c'était juste trop chouette quoi. Donc un grand merci à ce mec là, parce que ça a été aussi une très très belle rencontre, il m'a beaucoup touchée. Si jamais vous avez besoin d'un chauffeur de tuk-tuk à Jaipur, contactez-moi, parce que je vais vous donner son numéro de téléphone, il est vraiment super gentil. Après Jaipur, je suis allée à Pushkar, qui est aussi pas très très loin, et qui est un lieu très sacré en Inde, où il y a beaucoup de gens qui vont faire des cérémonies là-bas. Il y a un lac en fait qui est réputé pour être sacré, et donc voilà, c'est un peu leur chemin de Compostelle quoi, beaucoup d'Indiens qui se rendent là-bas. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, justement très spirituelle, enfin de toute façon c'est le cas en Inde partout, mais particulièrement là-bas, c'est vrai qu'il y avait une ambiance très sacrée et tout, et j'ai même fait moi-même une cérémonie proche du lac là. J'adorais faire
ça en fait de temps en temps. Ils mettent par exemple aussi de l'encens tout le temps. Dans les bus même, ils allument de l'encens en permanence. C'est vraiment constant là-bas et donc d'être dans cette vague, je sais pas, moi j'avais aussi envie du coup de me prêter au jeu quoi, et même si je maîtrisais pas tout de toute la signification des choses, j'appréciais justement les gens qui m'y initiaient un petit peu et à chaque fois c'était très agréable je dois dire. Ouais. Et à Pushkar à la fois il y avait aussi cette ambiance un peu hippie où dans les rues il y avait justement tous ces shops aussi de souvenirs qui ressemblaient beaucoup à ceux qu'il y avait à Goa, avec des attrape-rêves, des sacs en chanvre, des huiles essentielles, enfin voilà, plein de trucs. Et là-bas, j'ai vu des dromadaires pour, je crois, la première fois de ma vie, ou en tout cas, si j'en avais déjà vu, je m'en souvenais pas. Mais oh la vache, c'est grand. Je savais pas que c'était aussi grand que ça, et c'est impressionnant quand même. Hein. Ça m'a aussi brisé le cœur de voir comment ils étaient utilisés, parce que ils les utilisent aussi pour les touristes, quoi, pour tirer des charrettes où il y a 5-6 personnes dessus. Donc bon, j'ai pris quelques photos pour le souvenir, mais c'est vrai que je pouvais pas m'empêcher de me dire, bon bah quand même un peu les pauvres, quoi. Il y avait des singes aussi, mais bon ça, les singes c'est pareil, en Inde, on finit par s'y habituer, parce que c'est pareil, il y en a partout, tout le temps. On apprend aussi que il faut faire gaffe, parce que c'est des animaux sauvages, hein, même s'ils ont l'air un peu mignons et tout, en fait faut pas trop les chercher, quoi. Et puis surtout, faut se méfier quand on a de la nourriture dans son sac, parce que ils sont intelligents et que ils savent ouvrir des fermetures. Voilà, ça avait failli m'arriver une fois et j'ai un peu flippé, je dois dire. Voilà, donc les singes en Inde, voilà, c'est comme les chiens errants, c'est comme tout ça. Ça fait partie du paysage et en fait, c'est vrai que jusque-là, je ne l'avais pas mentionné, mais oui, il y en a beaucoup en fait. Et quand j'étais du coup à Jaipur juste avant, j'ai réfléchi en fait à où je voulais aller après, parce que là, on s'approchait de plus en plus de la fin de mon séjour en Inde et l'Inde c'est gigantesque en fait, donc il faut faire des choix et il y avait un endroit que je voulais voir à tout prix, c'était le Taj Mahal, mais j'avais aussi envie d'aller un peu plus dans les montagnes, peut-être à Dharamshala ou à Rishikesh, j'hésitais, et finalement à Jaipur j'ai été guidée vers le Reiki. J'ai eu envie de suivre un cours de Reiki et donc j'ai cherché sur internet et là j'ai trouvé un ashram à Rishikesh qui faisait une semaine de formation au Reiki jusqu'au 2e degré. Donc après Pushkar, c'est là-bas que je suis allée. J'ai pris un train, hop, et j'y suis restée là-bas pendant une semaine et demie ou deux. Une semaine à l'ashram en tout cas, pour faire ma formation au Reiki. Donc là-bas c'était génial aussi. Le planning était quand même assez chargé, parce qu'on avait quand même pas mal d'activités, mais en même temps c'était trop bien, trop chouette. Au début ça a été un peu dur de se mettre dans le rythme, mais après c'était juste super agréable quoi. Donc on avait du chant de mantra le matin, on faisait aussi de la purification avec ce qui s'appelle le neti pot, qui est un récipient en plastique en fait, avec une extrémité qu'on met dans une narine et on met de l'eau légèrement salée et à température du corps dedans, et ensuite on penche la tête pour faire couler l'eau à travers l'autre narine pour nettoyer les sinus en fait. Ça d'ailleurs je dois dire que je m'en suis acheté un maintenant pour le faire, parce que c'est vrai qu'il y a des matins où je sens que j'ai le nez pris, ou alors la gorge qui gratte et tout ça, voilà. C'est super agréable de se nettoyer complètement le matin, comme ça on peut respirer pleinement et ça fait du bien. Ça me faisait beaucoup rire les premières fois parce que à chaque fois j'avais l'impression d'être une fontaine humaine, juste avoir l'eau qui coulait comme ça de mon nez. J'ai moins rigolé les jours d'après quand il a voulu, enfin d'ailleurs j'ai été la seule à pas le faire, mais le yogi qui était là, et il nous a montré comment en fait faire passer un fil en silicone à travers la narine et le récupérer par la bouche pour justement nettoyer encore mieux et le faire passer comme ça, le tirer un petit peu dans un sens dans l'autre pour bien nettoyer. Et en fait quand il l'a fait, il a eu un peu un haut-le-cœur quoi, envie de vomir, c'est un réflexe normal, comme quand on se touche le fond de la gorge quoi. Et en fait de le voir avoir ce réflexe là, ça m'a bloqué complètement et j'ai jamais pu le faire. Rien que l'idée que ça me fasse ça, non, je ne supportais pas. Donc j'ai jamais fait ça, mais les autres ont été courageux suffisamment pour le faire. Moi j'ai dit non, je vais m'en rester au neti pot, ça me va très bien. C'est agréable, j'ai pas envie de pousser le truc trop loin, c'est bon. Donc voilà, on avait ça, on avait du thé aussi, après on faisait du yoga. On avait 3 heures de yoga au total chaque jour, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Après on avait le petit-déj ayurvédique qui était délicieux. Ensuite, moi en fin de matinée, j'avais mon cours de Reiki. J'ai adoré avec mon maître Reiki la façon en fait dont il m'a appris, parce que lui il couple ça avec la musicothérapie en utilisant les bols chantants, le gong et tout ça. Du coup ça m'a parlé mais encore plus. Et même avant qu'on passe à la pratique et tout ça, il m'a aussi initié à l'état d'esprit en fait du maître Reiki, à son hygiène de vie, à tout ça. Et j'ai réalisé que en fait c'était déjà ce dans quoi j'étais, que le Reiki était dans la continuité de ce que je pratique déjà tous les jours quoi. Donc je me suis sentie encore plus à ma place. Voilà, il m'a aussi montré quelques exercices de Qigong,
qigong et tout pour augmenter mon énergie. Vraiment, j'ai adoré apprendre de lui. C'était aussi un mec très sage et le matin, quand on chantait les mantras aussi, ça arrivait qu'il nous fasse un petit peu des cours, enfin qu'il nous parle soit de légendes hindoues ou juste d'expériences qu'il a vécues ou de choses comme ça. Vraiment dans un partage, mais toujours avec un message très profond derrière. Ensuite, en début d'après-midi, souvent j'avais un massage. Au début, j'avais pas forcément prévu de prendre ce package-là, mais il proposait ça, il proposait de faire un bilan ayurvédique avec du coup des soins. Donc j'ai accepté. Je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre soin de moi sur tous les plans. Et donc voilà, j'ai redécouvert le plaisir du massage et ils m'ont fait d'ailleurs d'autres soins que j'ai aussi découvert pour la première fois, je connaissais pas du tout, comme faire couler de l'huile chaude sur le front au niveau du troisième œil en continu et le faire balancer de droite à gauche. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, ou le massage avec la pâte à chapati où elle est chaude et couverte d'huile et tape comme ça sur le dos. Ça fait un bien fou ça. Je connaissais pas du tout. Enfin bref, voilà, plein de découvertes, plein d'expériences. En même temps, on était dans un lieu aussi extraordinaire, juste au bord du Gange. Là-bas, j'ai fait aussi un trek. On est monté très tôt le matin, je crois 4 heures ou un truc comme ça. On a pris une jeep et il y a quelqu'un qui nous a déposé tout en haut de la montagne. Donc on a regardé le lever du soleil depuis là-bas. C'était hyper émouvant. Et ensuite, on est redescendu à pied. Donc pareil, voilà, en passant par les petits chemins, les champs, les petits villages. C'était magnifique, quoi. Franchement, une super expérience. Et à la fin de la semaine, j'avais terminé du coup ma formation de Reiki, mais j'avais pas encore eu l'opportunité de pratiquer sur quelqu'un d'autre. Et comme cette semaine-là, j'étais la seule à venir faire ce cours-là, il y avait d'autres personnes qui restaient à l'ashram mais qui faisaient pas la Reiki. Du coup, il m'a proposé de rester quelques jours de plus pour pouvoir m'entraîner sur des personnes qui allaient arriver la semaine d'après. Bon, du coup, au final, comme le coût pour rester là-bas, il était quand même assez élevé, je lui ai dit que voilà, j'allais trouver une guest house dans la ville, rester encore quelques jours de plus et venir en fait à l'ashram pour pratiquer sur les gens, quoi. Donc j'ai pu pratiquer et ça a été juste extraordinaire. J'étais nerveuse évidemment, mais à la fois je me suis sentie exactement là où je devais être et exactement dans mon élément, donc j'étais aux anges, quoi. Donc j'ai bien profité de Rishikesh, du Reiki, du Gange aussi. C'était assez froid, donc je suis pas allée me baigner dedans, mais voilà, j'ai béni mes bijoux, mes trucs comme ça. J'ai fait pas mal de méditation ou de qigong au bord du Gange. C'était vraiment chouette. Et puis après est venue la dernière étape de mon séjour en Inde et ça m'a beaucoup attristée en même temps. C'était la meilleure façon de terminer par ça. C'était d'aller à Agra voir le Taj Mahal. Donc après j'ai repris le train, je suis redescendue un petit peu plus au sud et je suis restée, je crois, 2 ou 3 jours à Agra. Pas compliqué en fait, j'ai passé la journée complète du matin jusqu'au soir, du lever du soleil au coucher du soleil, au Taj Mahal. Je me suis dit, tant qu'à avoir payé mon ticket, au moins j'en profite un max. J'avais pas prévu ça à la base, parce que bon, c'est pas non plus hyper grand. Voilà, en quelques heures on a fait le tour, on a pu le temps de bien observer, prendre 50 000 photos. Mais je sais pas, je crois en début d'après-midi, alors que j'avais déjà pris le Taj Mahal sous tous ses angles, sous toutes les lumières et tout ça. Et puis les quelques bâtiments aussi qui sont très beaux, qui sont autour. J'étais assise en train de le regarder et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que c'est beau, quoi. J'ai juste envie d'être là et de profiter de ce lieu, de ce moment, de mes derniers instants aussi en Inde. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis restée assise à l'observer, à prendre encore des photos, à regarder les gens, à discuter avec des gens. Voilà, c'était tellement beau. En fait, il n'y a même pas de mots pour décrire la beauté de ce bâtiment. Les détails sont tellement pensés, beaux et à la fois, moi j'arrêtais pas de me dire, purée, mais n'empêche, ça a mis 22 ans pour construire ce bâtiment-là. 22 ans, maintenant il y a quoi comme construction qui prend 22 ans à construire maintenant? Ça va plus aussi lentement que ça, quoi. Et puis c'était quelqu'un qui avait construit pour sa femme, pour le tombeau de sa femme, et je me disais aussi la signification, quoi. Décider de construire ça pour quelqu'un qu'on aime, enfin c'est juste extraordinaire en fait. Donc toute l'ambiance, toute l'histoire, tout ça, c'était vraiment très riche et j'avais envie de me baigner dedans, d'en profiter un max. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis les quelques jours qui ont suivi, j'ai visité un petit peu la ville aussi. Je me suis baladée dans les petites rues, j'ai aussi acheté les bonbons qui sont locaux pour ramener à ma famille, plein de choses. Et j'ai pas pu m'empêcher d'être triste aussi à un moment. Ça m'a frappée et je me suis dit, ah ouais, en fait c'est mes derniers instants en Inde. Waouh. En fait, après 2 mois, parce que du coup le visa en Inde c'est 2 mois, j'avais l'impression d'être un peu à la maison en fait. Je me sentais vraiment bien en Inde. Je dois dire que moi maintenant je fais partie de ces gens-là qui en fait trouvent que ce pays est vraiment unique, parce que pour moi il l'est, que ce soit dans l'ambiance, dans la culture, dans tout en fait. C'est une expérience, le mode de vie, le mode de transport,
tout est différent. Et autant par exemple, voilà, en Asie du Sud-Est, quand on passe du Vietnam au Cambodge à la Thaïlande, on voit des différences mais pas hyper marquants. Là autant en Inde, c'est l'Inde en fait, il y a pas d'autre moyen de le décrire. Et en même temps, dans l'Inde, avec toutes ces régions, parce que c'est tellement vaste, il y a aussi des différences et en fait c'est juste hyper riche. Et maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner déjà, pour tout, pour la nourriture, pour les gens, pour la spiritualité, mais aussi pour découvrir les parties que j'ai pas pu aller voir. Là par exemple j'ai vu quasiment en fait que le côté ouest, et donc toute la partie est, j'ai très envie aussi d'aller la visiter, que ce soit Varanasi, Chennai, voilà, Calcutta, tout ça, c'est des villes aussi que j'ai envie d'aller visiter, donc ouais, je sais que je retournerai en Inde, ça c'est clair et net. Donc quitter un petit peu voilà ce pays auquel je m'étais accoutumée, qui me plaisait, où je me sentais bien, ça m'a fait bizarre, et puis en même temps il y avait ce truc de revenir en France, revenir en Europe, qu'est-ce que je vais faire après, tout ça. Donc bon, j'ai juste profité un maximum de mes derniers instants, après je suis juste allée à New Delhi avant de prendre mon avion, et puis voilà quoi, j'ai fait la surprise à ma famille, je suis rentrée, et le reste est une autre histoire. Merci beaucoup pour votre écoute, que d'expériences en Inde, que de beaux souvenirs, et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi mes récits de voyage. Pour ce voyage-là, j'en ai encore d'autres aussi, j'ai plein d'expériences à vous raconter, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire sur vos applis de podcast préférés ou sur SoundCloud, là où j'héberge le podcast. S'il y a aussi des questions que vous avez sur l'Inde, que vous prévoyez d'y aller, franchement n'hésitez pas, moi, comme vous voyez, je peux en parler des heures et des heures. Ce sera tout pour cet épisode, merci encore, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt.